Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et surtout d'être notre invité un dimanche. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Pierre-Antoine Plaquevent, auteur et analyste politique, il est l'auteur de Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. Il anime le site lesnonalignés.fr. Ses travaux portent plus particulièrement sur les domaines du soft power et de l'infoguerre, ainsi que sur ceux de la philosophie politique, de la géopolitique, de l'étude comparée des religions et des idéologies. Et notre thématique ce jour, c'est l'impact du mondialisme sur la France, la manipulation et ses conséquences. Avant tout, si vous le permettez, qu'est-ce que c'est que le mondialisme? Alors, le mondialisme serait à distinguer de la mondialisation. La mondialisation, c'est le rapprochement des échanges entre les communautés humaines par le fait de la technique. Le mondialisme, c'est vraiment l'idéologie qui sous-tend actuellement une grande partie des élites occidentales, mais au-delà, qui est l'idée de fondre progressivement les collectivités nationales en des formes d'entités qui seraient transnationales et pour arriver à terme à une gouvernance mondiale, c'est-à-dire à la fin des États-nations tels que nous les connaissons et à une forme d'État mondial. C'est une idéologie, si vous voulez, dans mon ouvrage, en prenant le cas d'un personnage particulier très actif dans ce domaine qui est George Soros, je fais l'historique de cette idéologie et on peut tracer si on veut, sa généalogie depuis plusieurs siècles en amont. C'est l'idéologie, on va dire, une idéologie qui s'est radicalisée au fil des siècles, qui commence à partir des Lumières, mais même avant. C'est l'idée ensuite du cosmopolitisme tel que défendu par des gens comme Kant, et qui va en fait progressivement au fil des siècles s'adjoindre de nouvelles idées, de nouveaux penseurs, et surtout qu'il y a des moyens d'action colossaux, et qui en fait, parce que dès qu'on aborde ces thématiques-là, on a tout de suite l'accusation de complotisme, qui est un peu la tarte à la crème dans le domaine, mais il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'ouvrage. Et pourquoi cette inculpation de complotisme? Oui, alors justement, pour finir, pour moi, il n'y a pas de complot, il y a un projet de société, en fait. C'est-à-dire, il y a un projet qui est mené par des élites, qui est organisé, et en fait, il suffit de se pencher sur les écrits de ces gens-là, sur ce qui est dit par leurs associations, leurs groupes de pression, leurs ONG, leurs think tanks, pour comprendre ce dont il est question. Alors pourquoi une accusation de complotisme? Parce que, en fait, avec justement les nouveaux médias, la révolution médiatique consécutive à l'apparition d'Internet, toutes ces thématiques se retrouvent dans le grand public de manière assez confuse, c'est-à-dire qu'on a un peu tout et n'importe quoi qui se confrontent, et en fait le grand public n'est pas
forcément habitués à traiter ces informations. Et on va dire que les médias installés suivent, eux, une certaine ligne qui va dans le sens de cette idéologie de fin des nations et de construction progressive d'une gouvernance globale. Donc tout ce qui va aller dans l'autre sens va être taxé de complotisme au mieux, voire de racisme, de nationalisme au pire. Dans cette idée de complotisme, j'y vois aussi une forme on essaye presque de désarçonner son opposant, et en fait on oublie ce que c'est que la racine finalement de la connaissance et de l'intelligence. Intelligere, c'est relier les choses entre elles. Donc effectivement, si on relie les choses entre elles, on se rend compte que une certaine partie des élites les plus puissantes de la planète travaillent actuellement à cette idée de fin des États-nations et d'installation progressive d'une gouvernance mondiale, voire d'un État mondial. Donc, et puis c'est aussi une accusation qui ne tient pas la route, parce que tout groupe humain qui s'organise dans un but stratégique peut être considéré à ce moment-là comme faisant un complot. Donc ça n'a pas de sens. Ça vise à désarçonner les opposants, on va dire, à ce projet mondialiste. Et d'ailleurs, j'emploie régulièrement une autre terminologie. Je dis, moi, je ne suis pas complotiste, je suis intentionnaliste. Je pense que les acteurs politiques, géopolitiques et stratégiques ont une intention, et qu'elle n'est pas forcément toujours mise au grand jour, mais qu'on peut débusquer et comprendre si on fait une analyse sérieuse. Voilà. Cela est dit, comment on peut intégrer la France dans ce débat-là que vous êtes en train de me dire, complotiste ou pas, Soros ou pas? C'est quoi la relation avec la France en tant que pays-nation? La relation, d'une certaine manière, on l'a vu toute cette année passée, après une année entière d'insurrection entre les Gilets jaunes et le gouvernement. Bon, c'est une situation inédite dans l'histoire. L'an dernier, quand mon livre est sorti, il est sorti vraiment au moment du début des Gilets jaunes. Et j'ai expliqué que, d'une certaine manière, ce projet de fin des États-nations commence à être contesté dans plusieurs endroits de la planète et par des puissances géostratégiques majeures. Que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Russie, que ce soit au Moyen-Orient, en Chine, et maintenant surtout aux États-Unis. Depuis l'arrivée de l'administration Trump, ils ont en ligne de mire ce mondialisme, en tout cas sous une certaine forme, sous sa forme justement qui veut en finir avec les États-nations. Donc ce que j'expliquais, c'est que naturellement, ce mondialisme et le mondialisme sorosien allaient trouver une base de repli géopolitique, c'est-à-dire territorialisée, dans l'Union européenne. Et le cœur de l'Union européenne, c'est le couple franco-allemand. Et on voit les dirigeants français et allemands actuels, Macron et Merkel, être totalement dans la ligne sorosienne. Ils nous vendent d'ailleurs régulièrement, Macron nous vend l'idée d'un souverainisme européen qui s'opposerait, qui nous permettrait de nous défendre de l'influence américaine ou de l'influence chinoise montante ou des puissances eurasiatiques montantes. Mais en fait, comment constituer ce souverainisme européen dans la mesure où l'idéologie actuelle des gens qui dirigent l'Union européenne est complètement dans cette ligne d'une gouvernance mondiale et d'une fin des États-nations, et en fait de construire une Europe qui serait elle-même une simple région d'un État mondial. J'ai compris votre analyse, vous l'avez bien dit, le couple dans ce sens. Ils opèrent totalement dans ce sens, et dans mon livre, je montre par exemple comment Soros a influencé Merkel dans la gestion de la crise des migrants via des think tanks qui sont directement liés à l'Union européenne et dans lesquels sont la plupart des décideurs importants de l'Union européenne, think tank notamment qui s'appelle l'ECFR, qui a été fondé sous l'impulsion de George Soros et qui a comme visée de construire une Europe, une Union européenne qui irait dans le sens de cette idéologie-là. Donc on a des intérêts qui
convergent. Et on voit aussi, par exemple, alors il faudrait faire le compte maintenant depuis les dernières élections européennes, mais le précédent Parlement européen, l'Open Society, donc l'ensemble du réseau Soros, avait publié en interne une liste de ce qu'elle appelait les 226 députés favorables à leur influence. Donc on a 226 députés du Parlement européen qui étaient considérés par les réseaux Soros comme des gens qui peuvent aller dans leur sens et qui peuvent être activés au moment idoine quand il y a des lois à voter ou autre. Ce que les gens perçoivent à ce jour, présenter pour moi c'est un scoop, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas au courant de ça, je ne suis pas assez calé pour ça, mais par contre ce qu'on a pu constater c'est que le président Macron il a mis les pieds et les mains pour sauver l'Europe parce qu'il y avait une agression assez importante quand même de la part de Bannon et le Front National italien, le Front National autrichien, allemand. Attendez là, c'est un petit peu contradictoire pour moi ou peut-être pour une grande partie comment vous expliquez ça par rapport à ce que nous avons reçu comme message et ce que vous êtes en train de parler par rapport à ces 200 et quelques. Mais si vous voulez, ils vont s'opposer à la vision, comment dire, c'est ça leur problème de fond, c'est-à-dire qu'ils vont s'opposer aux Américains, ou ils vont s'opposer justement à des influenceurs comme Bannon, des gens comme ça, sur le fait que effectivement là actuellement les Américains, moi j'appelle ça des néo-occidentalistes, c'est une tendance qui est apparue et en fait qui eux sont préoccupés de maintenir la prérogative américaine, mais pas forcément sous une forme, c'est-à-dire que pendant la tendance qui a régné aux États-Unis pendant plusieurs mandats présidentiels, c'était la tendance, on pourrait dire, de l'impérialisme mondialiste avec des apparats un peu plus soft, quoi, à la Obama ou tout ça. Mais là, ce que fait Trump, c'est qu'il dit maintenant les États-Unis, on a trop, du fait de ce globalisme et du fait d'être utilisé comme une sorte de porte-avions de ce globalisme, on a trop de failles internes et on risque de s'effondrer sur le poids de nos propres contradictions. Donc essayons de nous recentrer sur nous-mêmes et sur notre zone d'influence la plus proche, et donc l'Europe. Donc ils ont un intérêt effectivement à fractionner même l'Union européenne afin d'avoir une marqueterie de petits États face à eux plutôt qu'un super État qui arriverait à leur dimension. Mais le problème, c'est que justement, les dirigeants actuels de l'Union européenne sont dans une idéologie qui est l'idéologie, ils sont restés sur cette idéologie de fin des États-nations et de fin des, si vous voulez, des rapports de force géopolitiques. Donc on est sur des gens qui sont dans l'idée de Kant, de la paix perpétuelle à rejoindre. Le politique est transitoire et doit nous permettre à un moment donné d'atteindre une forme de paix perpétuelle. Et en fait, pour eux, l'Union européenne est la plateforme de cette idéologie-là. Alors, ils vont se défendre contre le souverainisme ou le nationalisme, mais ils vont pas faire une politique qui va dans l'intérêt réel des populations européennes et même des populations qui entourent l'Union européenne. On l'a bien vu pendant la crise des migrants. Il y a un autre point aussi qui peut être dans ce sens, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Oui. Le retrait des États-Unis du Kurdistan. Oui. Alors, comment vous pouvez... C'est historique, c'est clair que... Non, mais c'est ce qui est intéressant. En fait, Trump, lui, n'a pas... On comprend mal, vu d'Europe, la forme un peu de la politique aux États-Unis et de l'État et du rôle du président des États-Unis, qui est finalement l'administration Trump est presque un réseau parmi les autres réseaux, quoi, en fait, et qui se confronte en permanence pour essayer de mettre en place son agenda de repli sur les intérêts plus strictement américains. Et ce retrait, effectivement, c'est un petit peu contradictoire quand même, ce retrait-là. Il est au départ, donc on laisse un petit peu les Israéliens en face de
de l'Iran, de la Syrie et d'autres, hein, parce que tout le monde dit, bon, les Américains ils le disent, donc ils protègent Israël par rapport à ces pays. Là, il y a un vide, mais aussi, il y a un vide aussi pour les djihadistes hein, de cette zone. Est-ce que ces djihadistes forment-ils un instrument qui peut mettre la pression sur les Européens et notamment la France, parce que la quasi-totalité, ce sont des Français? Ah ben, tout le monde va les utiliser. Hein. Ça, c'est en fait là, il faut remonter à peut-être ce qui peut nous éclairer, c'est le philosophe et le théoricien, le juriste allemand Carl Schmitt, qui avait parlé de lui, il a fait parler de la théorie du partisan. Et il expliquait en fait que dans le monde moderne, finalement, les entités géopolitiques se font la guerre par des partisans interposés, c'est-à-dire par des troupes irrégulières interposées. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aussi maintenant les proxys, hein, la guerre par proxy. Et tous ces islamistes, tous ces gens sont des minorités politiques motivées idéologiquement, on va dire, sont effectivement utilisés dans ce cadre-là par les uns et par les autres. C'est une modalité, mais c'est vraiment consubstantiel justement à notre époque et à l'idéologie mondialiste en fait. C'est-à-dire que plus les États-nations vont se dissoudre, plus en fait si l'État c'est le monopole de la violence, le monopole légal de la violence, comme disait Max Weber, bah, à ce moment-là, cette violence, quand l'État se dissout, se diffuse dans toute la société, et en fait on a tous ces gens qui d'une certaine manière se radicalisent. Bon, bah, ils vont être utilisés, ils sont tous comment dire, les meneurs sont tous suivis par les services, on sait ce qu'ils font et tout, donc ils sont utilisés comme des troupes irrégulières, hein, on va dire. Donc maintenant, effectivement, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, on a le même, les Russes ont le même, c'est pour ça que les Russes se sont aussi engagés en Syrie, c'est que ils ont le même problème depuis des années, ils ont le Caucase qui est, voilà, donc où il y a une agitation indépendantiste islamiste. Donc en fait, ils ont, on va dire, leurs islamistes à eux, hein, c'est comme, Ouais, comme mais ils ont fait appel à la présence des Émirats arabes unis et en force. Je crois que vous avez suivi un petit peu. Mais que cela signifie pour vous, cette présence accrue des Émirats arabes unis après leur tentative chez les Russes? Oui, bah, là, je pense que là, on est dans des renversements d'alliances, mais là, ça sort un petit peu peut-être parce que là, je suis d'accord avec vous, mais sauf simplement parce que vous avez évoqué ces minorités, et notamment même la Russie, elle est concernée. Donc c'est pourquoi je me suis permis de faire cette publication, que la Russie est concernée par rapport à ces minorités qui risquent de poser des problèmes par rapport au Caucase. Et parmi les solutions qui ont été proposées, d'après ce qu'on peut constater à travers tout le monde, c'est qu'il y a une présence accrue des Émirats arabes unis dans cette zone-là, à travers le Conseil des minorités musulmanes dans le monde. Ce conseil, auparavant, il a tout fait pour être présent ici en Europe. Bon, malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Maintenant, il se dirige vers ce pays-là. Est-ce que, et là je reviens par rapport à ce qui a été dit par une personne qui est passée ici à la radio depuis un certain temps, est-ce que ces pays pétrodollars notamment deviennent aussi des instruments pour apaiser ou bien pour jouer un rôle actif dans ce que vous êtes en train de nous dire, de ce complotisme chez les uns et d'autres qui ne l'est pas? Ces pétrodollars, quel rôle peuvent jouer dans ce qui est en train de se passer, soit en Europe de l'Est, soit en Europe centrale? Bah, ce qui est sûr, c'est que là, la Russie a montré, comment dire, elle a montré qu'elle était maintenant incontournable. Donc en fait, elle va progressivement, elle impose son agenda à toutes ces puissances qui, en plus, elles se trouvent pris entre deux feux. Justement, comme vous avez dit tout à l'heure, les Américains qui tendent eux maintenant à se désengager, à leur dire, à les mettre face à leurs responsabilités d'une certaine manière, c'est à leur dire bon ben, on vous fournit en armes et en tout ce qu'il faut, mais maintenant devenez vraiment indépendants. Et puis de l'autre côté, la montée effectivement de l'Iran et de ses alliés, et la Russie qui se pose en puissance d'équilibre entre tout le monde. On le voit bien par exemple avec la crise iranienne où la Russie a comme orientation géopolitique de dire l'Iran est un partenaire stratégique qui doit être sanctuarisé, donc pas d'attaque contre l'Iran, voilà. Mais en même temps, qui considère Israël aussi comme un partenaire dont la sécurité doit être protégée. Ce qui, en fait, quand on
pousse l'analyse jusqu'au bout, Mhm. apparaît comme contradictoire vu les buts hégémoniques israéliens dans la région. Mais c'est intéressant parce que ça pose la Russie comme une puissance d'équilibre et qui met chacun face à ces contradictions de cette manière. Donc, Justement. si les Israéliens veulent sortir, en fait, ça montre d'une certaine manière un peu au monde que les Israéliens sont un peu les vrais fauteurs de guerre de la région. Donc, on a tous les équilibres qui sont en train de bouger. En fait, la crise syrienne a condensé. C'est là que se joue une forme faut dire, si la guerre froide était une forme de troisième guerre mondiale qui a duré longtemps, ben là c'est une forme de quatrième guerre mondiale qui a commencé en Syrie, justement par acteurs interposés. Une guerre qui n'a pas été déclarée, qui commence avec justement ces troupes irrégulières qui vont être amenées de l'étranger et qui vont être présentées par les médias comme des gens, des insurgés locaux. Et tout. Bon, ben, on est vraiment, on est comment dire, l'idéologie mondialiste a comme but de fractionner ce qui existe pour le recomposer en fait. Donc on est là-dedans. Donc c'est une redistribution de la carte mondiale. Pardon? C'est une redistribution de la carte mondiale, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est moi, je le présente comme ça, c'est-à-dire il y a le réalisme géopolitique d'un côté, c'est-à-dire qui prend en compte les acteurs géostratégiques tels qu'ils existent et qui essayent de faire avec cet échiquier-là. Et puis il y a vraiment le cosmopolitisme qui est au sens propre, qui veut faire, qui veut recomposer les choses selon une vue unique et un intérêt unique qui est celui de cette hyperclasse globale qui en fait est transnationale et qui est celle on va dire des multimilliardaires qui dirigent vraiment la politique en fait. Écoutez, toutes ces analyses rentrent dans un cadre un petit peu géopolitique, international, Oui. vis-à-vis qui divergent, hein, qu'on soit clair, il y a la vôtre, il y a d'autres qui disent le contraire, et ainsi de Bien suite. sûr. Mais ce qui nous intéresse, et ce qui m'intéresse à titre personnel, c'est la France. C'est la Oui. France, c'est notre pays ici. J'aimerais bien savoir, d'après cette sonnette d'alarme, quand même, il faut dire telles qu'elles sont, comment la France est visée, comment la France risque péril dans ce qui est en train de se passer et que la France ne sera pas la France d'hier ou d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a possibilité d'éclairer notre auditoire sur les risques potentiels, mais d'une manière scientifique, qu'on soit clair, pas apologique, Oui. d'une manière scientifique, voilà 1 + 1 = 2, la France risque parce qu'il y a ça et il y a ça, et afin que au moins s'il y a des choses à faire pour rattraper le coup, pourquoi pas. Alors oui, si vous voulez, comme je l'ai dit, leur méthodologie, c'est de fractionner pour recomposer. Donc il faut s'appuyer sur les fractions et les ruptures qui existent dans les sociétés. En Espagne actuellement, par exemple, c'est l'indépendantisme catalan. Donc les réseaux Soros, là, je suis en contact avec des Espagnols, dont un professeur qui a fait tout un ouvrage là-dessus sur le financement des régionalistes catalans par les réseaux de George Soros et par l'Open Society. Là, ils vont appuyer sur cette fracture-là. Chez nous, quelle est la grande fracture? C'est la fracture entre les populations d'origine immigrée et les populations autochtones de souche européenne. Là, il est clair qu'on est dans une stratégie. En fait, on est en train de passer progressivement à une forme d'irénisme où on ne voulait pas voir certains problèmes. D'un seul coup, on bascule dans un pôle inverse qui va être la stigmatisation ou la montée des antagonismes. Donc là, on est dans un jeu complexe. On le voit bien avec la question du voile islamique qui revient constamment. Dès qu'il y a un problème de société, on nous ressort ça comme une espèce de barrage pour ne plus parler du reste. Mais en fait, ça, c'est quelque chose de très sérieux parce que ça vise à empêcher de régler le vrai problème qui est le problème de la dérégulation migratoire, le problème donc des politiques migratoires que veut l'État, le problème du détricotage de la souveraineté de l'État pour justement ces instances européennes, le problème de ces instances européennes qui ont comme agenda les flux tendus d'immigration, parce que c'est ça le projet. Hein. Le projet, c'est que, et c'est ce qui se passe actuellement, vous parliez de ce qui, en Italie, la Ligue et tout, ce qui a fait le succès de Salvini, c'est qu'il a dit, moi, je vais arrêter les ONG, les associations non gouvernementales qui organisent
la venue des clandestins. Donc, et on oublie aussi qu'il y a encore une loi, enfin il y a encore des lois, donc c'est quelqu'un qui vient sur un sol d'un pays étranger illégalement est un clandestin, ce n'est pas un migrant, il faut tout le monde n'a pas prétendre avoir le statut de réfugié politique ou de maintenant, et c'est pour ça. Vous avez parlé des immigrés, vous avez parlé des gilets jaunes, mais ça, c'est des problèmes de la société, quelle que soit la société. Même, comme vous le savez, au Maroc, je suis d'origine marocaine, au Maroc, il y a ce problème de l'immigration. Comme vous le savez, le Maroc, c'est un pays qui reçoit des immigrés, c'est un pays de transit. Et parfois, maintenant, on passe d'une autre période, pas que de transit, mais aussi de stagnation, de se positionner au Maroc. Et sont nombreux au Maroc, ces immigrés, et ça devient un problème de société, parce qu'il y a un réel problème, c'est que l'Afrique souffre énormément, et le dernier sommet en Russie, Afrique et d'autres sommets qui vont pas tarder d'arriver, essayent avec tous les moyens de trouver d'autres moyens de coopération afin de stagner les gens. Sauf que le souci qui se pose, j'arrive pas à saisir la relation entre ce projet Soros et ces gilets jaunes et ce problème d'immigration. C'est ça que je cherche à savoir, s'il vous plaît. Alors, par exemple, Soros et tous ces réseaux sont totalement investis en Afrique subsaharienne pour justement dans certains pays proches d'une certaine manière des multinationales qui en fait pillent les ressources stratégiques de ces pays, ce qui crée une déstabilisation. Ensuite, les flux migratoires remontent et là, l'idéologie, les relais idéologiques et pratiques des réseaux Soros se mettent en place, c'est-à-dire les ONG, les passeurs professionnels de migrants qui vont jusque dans les eaux territoriales. Donc, selon vous, ces passeurs ils font partie du réseau. En fait, une partie, oui. Vous avez Avez-vous des éléments pour ça? Parce que c'est important quand même ce que vous êtes en train de dire. Si vous avez des preuves, c'est l'occasion. Oui, bien sûr. Dans mon livre, c'est la partie la plus longue de mon livre sur les relais qui ont été mis en place pour ça, en fait. Les relais autant au niveau des ONG maritimes là, qui les aident que des relais médiatiques. C'est vraiment, ça c'est quelque chose qui est maintenant qui est avéré. Et si vous regardez même, par exemple, sur la crise syrienne, au moment où il y a la grande vague de gens qui fuient la Syrie en fin 2015, donc là, Merkel propose qu'elle a un plan pour cette question-là, et en fait, elle a un plan en plusieurs points. Et en fait, donc comme je vous disais, peu avant, un think tank influent dans l'Union européenne, le CFR, avait produit lui-même ce même plan. Et en fait, quand on remonte, on voit que c'est un plan que Soros lui-même a présenté, qui est en fait comment organiser. En fait, c'est l'immigration, l'intégration planifiée d'1 million de personnes qui arrivent depuis la guerre en Syrie. Et en fait, lui, il préconise de faire des couloirs directement qui viendraient depuis les pays limitrophes de la Syrie, où les gens iraient attendre dans des camps. Voilà, en fait, et tous ces intérêts convergent. Les intérêts, d'une certaine manière, certains capitalisme allemand qui a besoin d'une main-d'œuvre de main-d'œuvre corvéable à merci pour faire pression, toujours pareil, sur les salaires à la baisse, sur les gens qui sont déjà installés ici. Et aussi, si on regarde par exemple les ONG qui ont fait pression au niveau de l'ONU, au niveau des instances internationales pour criminaliser le gouvernement de Bachar al-Assad, on a par exemple Human Rights Watch, dont l'ancien président a aussi été président de l'Open Society de George Soros. Donc on voit, c'est toute une sorte de toile d'araignée d'intérêts, d'intérêts privés en fait. Vous avez parlé tout à l'heure sur une toile d'araignée assez importante. Moi, ce qui m'intéresse en toute sincérité, comme je le dis, je vous le redis encore une fois, c'est la France. Est-ce que la France est en danger? Oui, elle est clairement en danger de par la dilution de sa souveraineté qui mène à cet état d'insurrection des Gilets jaunes d'un côté et qui mène de l'autre côté on va dire à des réseaux manipulés depuis l'étranger à faire la politique de l'étranger sur notre territoire. Je pense qu'on va vraiment vers quelque chose de difficile en France si rien n'est fait.
rien ne on fait, est rentré rien est fait par qui et quoi? bah, rien n'est fait. À Par titre les d'exemple, hein, quelques exemples, je parle. Hein. Un exemple, par exemple, au début, c'est au plus fort de la crise de l'insurrection des Gilets jaunes, on a Oui. Macron-Merkel qui signe le traité d'intégration d'Aix-la-Chapelle, qui pousse l'intégration franco-allemande plus loin qu'elle n'a jamais été, qui vise même à créer au sein de l'ONU une représentation de l'entité franco-allemande. Ceci en fait a été fait justement sous la poussée du souverainisme qui menace on va dire l'intégrité de l'Union européenne telle qu'elle est faite actuellement. Donc on a une population qui est en état d'insurrection et en fait d'une certaine manière nos dirigeants poussent l'intégration mondialiste pour le coup en plus avant. Ils donnent encore un coup d'accélérateur. Oui. Monsieur Pierre-Antoine, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que je peux juste peut-être rajouter une chose par exemple, vous avez cet été, vous avez eu ce cas des femmes qui se sont baignées en burkini dans la piscine municipale à Grenoble. Très clairement, l'association qui était derrière est liée à une association qui est elle-même liée à l'Open Society. Parce que l'intérêt de ces gens-là, c'est un potentiel et écoutez, c'est bon à savoir. Il faut bien préciser en territoire que M. Pierre-Antoine Plaquevent, c'est un auteur et analyste politique. Il est connu sur la scène. Il a un site qui s'appelle lesnonsalignés.fr. Donc j'invite notre auditoire à le visiter. Toute personne, comme je l'ai dit, je le répète depuis toujours, ou institutions que ce sont visées ou concernées par rapport à des déclarations, l'émission Arc-en-Ciel protège le droit de réponse et il le permet à toute personne visée ou concernée par rapport à telle ou telle déclaration. Merci infiniment, M. Pierre-Antoine Plaquevent, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous et merci beaucoup de l'invitation. Écoutez, le plaisir pour nous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.